Nous avons décidé de consacrer notre second débat de société volontairement démarqué, vous le savez, de l'actualité du jour. Chiffre qui a été rendu public à la fin du mois d'avril. Près de 86 000 personnes qui exécutent une peine privative de liberté en France. La France qui se démarque des autres pays d'Europe. La surpopulation carcérale est-elle une fatalité dans notre pays? On en débat dans une minute, mais d'abord les chiffres, les détails, tout de suite avec Sandra Cerquera. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Plus de 71 000 personnes sont incarcérées dans les prisons françaises au 1er avril, soit une hausse de plus de 9% en un an. À quoi s'ajoutent les plus de 14 000 personnes sous une peine de détention à domicile, sous surveillance électronique, soit au total plus de 85 000 personnes exécutant une peine privative de liberté. Un record depuis la Seconde Guerre mondiale. Conséquence, les conditions de détention des prisonniers se dégradent toujours plus, et les conditions de travail des personnels pénitentiaires aussi. C'est beaucoup de travail pour le personnel, c'est plus de risques, c'est plus de conflits, plus d'agressions. Et forcément, depuis un an, on sent cette montée. Après avoir vidé les prisons pendant le Covid, aujourd'hui, on explose les chiffres. J'étais sur Nantes, à la maison d'arrêt de Nantes la semaine dernière. Vous avez 120 matelas au sol. Donc, vous imaginez bien que ça ne peut que rendre difficile la gestion au quotidien des personnels. Cette nouvelle hausse en 2022 du nombre de détenus en France tranche avec la situation de nombreux autres pays européens, où le recours à l'emprisonnement baisse. C'est le cas aux Pays-Bas, où le travail d'intérêt général se développe, ou la mise en place de jours-amendes en Allemagne. Si le versement de l'amende ne respecte pas l'échéancier, c'est l'incarcération automatique. Le bracelet qui est sous-utilisé, je pense, en France, l'incarcération, j'ai envie de dire à la maison, quoi. Après, là aussi, il nous faut des moyens. Il faut qu'on puisse, nous, faire le travail, les conseillers d'insertion et de probation faire le leur. Vous avez, dans certains services, je pense à celui de Rennes, en service de nuit, vous avez un agent qui surveille plus de 2500 bracelets électroniques, ce qui est ingérable. Donc, il y a des aménagements de peine qui sont possibles. Je pense aussi qu'il faut retravailler sur... On a fermé beaucoup d'hôpitaux psychiatriques. Je pense qu'aujourd'hui, la France manque d'hôpitaux psychiatriques. On a des tas de gens qui n'ont rien à faire en prison. Dans la loi de la réforme de la justice de 2019, sur les 7000 places promises avant la fin du précédent quinquennat, seules 2000 auraient été livrées. La surpopulation carcérale est-elle une fatalité française? On en débat tout de suite et je vous présente mes invités. Evelyne Sirmarin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes magistrate honoraire, membre de la Ligue des droits de l'homme. J'accueille également François-Noël Buffet. Bonsoir, sénateur LR du Rhône, président de la commission des lois ici au Sénat. Mathieu Quinquis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris et membre de l'Observatoire international des prisons. Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Je redonne les chiffres de base, ceux qui ont finalement motivé notre décision de consacrer ce débat à la question de la surpopulation carcérale. Ce chiffre, 85 772 personnes qui exécutent une peine privative de liberté, record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La population carcérale au 1er avril, c'est 71 000 et les personnes sous surveillance électronique, 14 700. Evelyne Sirmarin, si on prend un peu de recul depuis 20 ans, est-ce qu'il y a de plus en plus de détenus en France? Là, on a les chiffres d'avril, mais si on prend une perspective. Je m'appelle Sirmarin. Oui, les Martin. J'ai dit Marin la première fois et j'ai dit Martin la seconde. Excusez-moi, vous inquiétez pas. Oui, alors, depuis 20 ans, ce qu'on observe en France, c'est que les peines fermes d'emprisonnement ont doublé. Mais surtout, les petites peines de moins d'un an, ça correspond à 30% des peines d'incarcération, de prison. Et la détention provisoire, on l'oublie souvent, c'est un tiers. Des personnes qui sont incarcérées. Donc ça, ce sont des chiffres, je pense, il faut attirer l'attention là-dessus, parce que peut-être qu'il y aurait les moyens de jouer en quelque sorte sur ces chiffres pour diminuer le taux d'incarcération. Vous l'avez très très bien dit dans votre reportage. Pourquoi en France on n'arrive pas à faire comme ailleurs en Europe, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas bien sûr? Pourquoi on n'arrive pas à descendre en dessous d'un taux très important d'incarcération? Alors il y a évidemment plusieurs éléments. Il a été très bien dit que la question psychiatrique est très importante. Oui. J'ai lu un rapport du Sénat très intéressant de 2020 où il disait qu'il y avait 23% de détenus qui souffraient
de problèmes psychiatriques. Alors moi j'avais lu 30% dans d'autres rapports, mais vous voyez, quel sens de la peine si vous avez un tiers des personnes qui en fait sont pas loin d'être psychotiques ou tout au moins très borderline. Alors on va revenir aux autres alternatives évidemment, mais effectivement ouvrons ce chapitre des hôpitaux psychiatriques ou des prisons destinées à des détenus qui souffrent de maladies psychiatriques. On est très en retard là aussi, là-dessus. On est très en retard, j'allais dire, c'est d'abord un problème de politique de fond. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais tranché la problématique de la prison dans notre pays. On est toujours dans la logique de considérer que la seule peine qui compte, c'est la peine de prison et c'est la peine d'incarcération. Et tous les soirs, dans tous les journaux français, quand on parle d'un fait, c'est quel est le quantum de la peine, il faut doubler la peine, il faut sanctionner plus, et on est là-dedans. Parce qu'on ne comprend pas, ou en tous les cas on n'explique pas suffisamment, le fait que pour un certain nombre d'infractions de nature dont la gravité n'est pas trop grave, mais enfin, il mérite une sanction, mais on peut régler le problème sans forcément mettre la personne en détention. Donc, mais pour cela, encore faut-il trouver des lieux. Je pense à la semi-liberté en particulier, ou je pense aux personnes dans la difficulté psychiatrique que vous évoquiez. Le chiffre, c'est de l'ordre de 30%. Oui. Dans certains établissements, c'est même jusqu'à 40% en réalité. Avec les conséquences qu'on imagine en fait, pour les gardiens de prison. Et en fait, évidemment. Tout ça, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'idée que on n'a pas les outils, en fait, suffisants pour pouvoir répondre à chaque type de nature d'infraction. Je fais ça très court. En matière criminelle, il n'y a pas de problème. Globalement, le crime, la longue peine, c'est traité correctement, ça fonctionne, ça marche. C'est la détention provisoire, évidemment, qui pose majoritairement un problème, puisque là, on met un peu tout le monde dans des conditions comme on peut, et l'exécution de courtes peines, qui est compliquée, puisqu'évidemment, on mélange tout le monde. Reste que si on avait, par exemple, si on prenait un exemple tout simple de quelqu'un qui commet une infraction à la circulation, il est récidiviste de plus de 3 fois, peut-être pas utile de l'envoyer dans une prison avec en préventif, dans un truc impossible. On va peut-être gérer quelque chose en semi-liberté. Encore faut-il, et ce sera tout aussi efficace. Encore faut-il qu'on explique les choses à nos concitoyens qui ne pensent que la justice pénale, en tous les cas, la sanction pénale, ce n'est que la prison. Effectivement, la perception de l'opinion, je vais vous redonner la parole, mais c'est quelque chose d'évidemment très important. Un autre chiffre qui nous vient du Comité européen pour la prévention de la torture, qui concerne évidemment notre pays. 50 établissements occupés à plus de 150% de leur capacité et 6 établissements qui dépassent même les 200% de leur capacité. Mathieu Quinquis, là, quand j'ai commencé à préparer ce débat, je me suis dit la surpopulation carcérale, j'entends ce mot depuis, je crois, mon premier stage de journaliste, c'était au quotidien régional Sud-Ouest en 1987. Vous voyez, ça fait 35 ans si mes calculs sont exacts. Et on construit une nouvelle prison. Et on est toujours en train de parler de surpopulation carcérale. Comment vous expliquez ça? En fait, l'équation est très simple. C'est que plus on construit, plus on remplit. Oui. Et c'est un principe qui est, j'ai envie de dire, vieux comme la justice pénale moderne. Je lisais ce matin un livre de Jean Fayard qui s'ouvrait par une citation du ministre de l'Intérieur à la Société nationale des prisons en 1830 et qui on peut remonter encore plus loin. Ce principe-là en disant... Plus on construit, plus on remplit et plus on incarcère. Et évidemment, il faut sortir de cette logique de construction qui est une course sans fin. Sur les 30 dernières années, on a construit 24 000 places de prison pour 4,5 milliards d'euros. Et il y a 25 000 personnes supplémentaires en détention. Donc on a créé de nouvelles places et on a incarcéré de nouvelles personnes sans que le problème de fond, effectivement, soit réglé. Il ne faut pas oublier que la prison... dans la loi, et ça depuis des années, c'est l'ultime recours. Et si on prend chaque dossier qui passe devant des juridictions, on se rend compte qu'il existe toujours, en réalité, une alternative à cet enfermement et qu'on peut envisager autre chose pour apporter malgré tout une réponse à une infraction qui n'est par ailleurs pas contestée. Oui. Et on y reviendra aux autres alternatives, mais effectivement cette logique de construire de nouvelles places de prison, c'était aussi celle d'Emmanuel Macron, un engagement, et son garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, rappelait que cet engagement va être tenu, on l'écoute. J'ai signé les terrains, j'ai rencontré les élus, et Dieu sait que c'est pas simple, hein. Parce que vous avez quelques élus qui viennent se tortiller au micro des médias pour dire il faut des prisons, mais pas chez nous. Hein. C'est toujours dans la ville ou dans la circonscription d'à côté. Donc il y a 15 000 places qui seront sorties de terre d'ici 2027. Et j'ajoute
plus encore, notamment Magnanville, vous le savez, et je veux saluer l'esprit républicain du maire, parce qu'il faut être courageux quand on est maire d'une commune pour accepter la création d'un établissement pénitentiaire. Donc on sera à plus de 15 000, et le président de la République aura, sur cette question précise des prisons, parce que j'entends souvent que ça fait polémique, parfaitement respecter ses engagements. Evelyne Cyr-Marin, est-ce qu'on a besoin de ces places ? Écoutez, moi je trouve ça piquant d'entendre M. Dupond-Moretti, notre ministre, à nous, les magistrats, parce que il avait signé une lettre ouverte en juin 2020 avec d'autres associations demandant la décroissance pénale, trouvant comme avocat bien sûr qu'il y avait beaucoup trop de personnes en prison. Juin 2020, décroissance pénale, juillet 2020, nommé garde des Sceaux, et on a une loi du 22 décembre 2021, donc un peu plus d'un an après, loi confiance en la justice, qui décide qu'on va désormais réduire la possibilité de réduction de peine en supprimant les réductions de peine automatiques. Je ne reviens pas sur l'aspect technique, mais fatalement, automatiquement, mathématiquement, diminuer la possibilité de réduction de peine, ça veut dire plus de prisonniers. Donc c'est quand même intéressant de voir la différence entre les projets, l'idée et puis ce qu'on met en œuvre quand on est garde des Sceaux. J'entendais Marcel Gauchet ce matin et c'était très intéressant, et monsieur le sénateur, je suis tout à fait d'accord avec vous, il disait, monsieur Gauchet, il y a une absence de vision globale sur ces questions, notamment les questions de sécurité et de prison. Et effectivement, on a l'impression que le politique agit en urgence, au cas par cas, très soumis à l'opinion publique, et que c'est ça le problème d'un grand plan prison. Mais alors, dans ce débat, on ne va pas pouvoir faire l'économie de l'opinion publique et de sa perception de cette thématique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pourri dans le débat public sur cette question ? Oui, Mathieu. Quand on voit les politiques, alors quand on tient les propos comme vous les tenez, c'est-à-dire des propos chiffrés, raisonnés, vous êtes aussitôt, pas vous personnellement, mais soit accusé d'angélisme, soit accusé d'être du côté du crime, soit d'être aveugle. On a entendu pendant cette campagne présidentielle quand même, chez plusieurs candidats, que ce soit dans la primaire de la droite ou même dans la campagne présidentielle, des constructions de nouvelles places, des peines planchées. C'est ce que proposaient à peu près tous les candidats au primaire de votre parti. Comme s'il fallait envoyer tout le monde, comme si c'était un signal envoyé à l'opinion publique qui était incapable de comprendre le raisonnement, alors que tout le monde est capable de comprendre. Ils sont tout à fait capables. Moi, je vais vous donner deux exemples très rapides. Travail d'intérêt général, on en est à 40 000, ça a quand même un petit peu augmenté. Quand on interroge les Français, la même opinion publique, à 50%, ils sont d'accord. C'est-à-dire pour les peines en dessous de 5 ans, ils disent oui, c'est quand même plus intelligent de faire travailler les gens plutôt que de les mettre en prison. Deuxième exemple, on a eu M. Fillon qui vient d'être condamné. Bon, certains disent oui, mais alors évidemment, il s'en tire encore, il ne va pas en prison, etc. Je trouve que M. Fillon, il a quand même une amende de plus d'1 million d'euros, il a quand même une amende fiscale en plus très très importante, une inéligibilité de 10 ans. Et je finis là-dessus, M. Cahuzac, l'autre côté du bord politique, il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et donc 2 fermes pour une très très grosse fraude fiscale de 4 millions d'euros. M. Cahuzac, au lieu d'aller en prison, eh bien, pendant 2 ans, il a été médecin militaire en Guyane. Est-ce que c'est pas plus intelligent ? Moi, ce que je souhaiterais, ça serait que tout le monde soit traité comme ça. Le problème, c'est l'égalité. Et ça, ce serait très très bien que tout le monde soit traité de cette manière-là, avec des peines alternatives. François-Noël Buffet, effectivement, cette peut-être facilité, je ne sais pas, pour les hommes politiques de dire on va construire plus de places de prison. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir des places de prison supplémentaires. D'abord pour régler un problème qui est celui de la surpopulation carcérale d'aujourd'hui, d'une part, mais on a besoin aussi d'avoir des lieux privatifs de liberté de nature différente, et notamment de semi-liberté pour soulager aussi les gens qui sont en prison. Ce qui fait qu'on ait un système cohérent. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la question de fond de concitoyens, c'est de dire on n'exécute jamais les peines, ou c'est très long. En fait, on exécute toujours les peines, mais c'est la longueur du temps pour l'exécuter qui pose problème. Donc ce qui compte, c'est une réponse
rapide. Pour avoir une réponse rapide, il vous faut différents lieux privatifs de liberté qui sont adaptés et il vous faut en même temps un service de prévention, ce qu'on appelle les SPIP. On a une mission qui est engagée là-dessus à la Commission des lois en ce moment, pour lequel il y a des moyens qui permettent de suivre les gens qui ont été condamnés, mais de les suivre tout de suite et de pouvoir répondre tout de suite. Donc en fait, c'est l'ensemble qu'il faut reprendre et c'est la cohérence de l'ensemble qui compte. Donc vous dites, malgré tout, 15 000 ou 20 000 places supplémentaires, il les faut. Vous dites c'est une spirale, on en sortira. Mais de nature différente. Oui, mais de nature différente. Évidemment, parce que quand on laisse penser que la construction de places de prison va permettre de répondre à un problème de délinquance initiale qui traduit et qui révèle lui-même des problèmes sociaux, de problèmes d'insertion, de problèmes médicaux, de déracinement par rapport à certaines valeurs sociales qui ne sont pas unanimement partagées. En réalité, on va droit dans le mur. Le problème n'est clairement pas là. On peut exciter à longueur de journée l'opinion publique à coups de faits divers, en lui expliquant qu'il y a des drames sans cesse plus atroces. Évidemment que face à ces drames, il y a des réponses pénales qui sont apportées et on ne peut pas laisser penser aux personnes qui nous écoutent qu'aucune réponse pénale n'est apportée. En revanche, on ne peut pas faire des lois pour répondre à l'opinion publique qu'on a soi-même excitée. Et là où des solutions fonctionnent, et vous avez cité tout à l'heure plusieurs pays étrangers, c'est qu'en réalité, on a des études très précises qui viennent nous dire que c'est en sortant de cette spirale de construction et de cette spirale d'enfermement que ça fonctionne. Je pense notamment à la Finlande qui a décidé d'axer ses politiques publiques en matière pénale et pénitentiaire sur le travail de chercheurs. Ces travaux, ils existent aussi en France et ça fait des années qu'on les présente aux parlementaires, qu'on les présente, nous, avocats, aux magistrats dans les salles d'audience pour les convaincre que la prison n'est pas la solution. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites. Au-delà du fait que je ne partage pas tout à fait le côté doctrinaire que vous évoquez, parce que je ne pense pas te dire un discours qui soit un discours absolument scandaleux sur le fait d'avoir besoin de lieux privatifs de liberté dès lors qu'ils sont diversifiés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir venir devant le juge, pouvoir dire au juge, ben voilà le cas de mon client, et qu'il ait les outils lui permettant de pouvoir donner une réponse rapide et efficace. La majorité du temps, les magistrats qui sont à l'audience, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais si je donne une peine qui n'est pas privative de liberté, je vais avoir des problèmes d'exécution, le juge va le communiquer trop tard, et finalement ça va mal se passer. C'est ça en réalité. La boîte à outils est insuffisante. Mais elle est insuffisante non pas sur les éléments de droit et la capacité mais sur la capacité à faire. C'est-à-dire qu'on a besoin de moyens budgétaires. C'est un peu basique, c'est la même chose. 4,5 milliards d'euros consacrés à la construction des prisons sur les 30 dernières années. Mettez ces 4,5 milliards d'euros entre les mains des magistrats. Je pense qu'on peut trouver une partie médiane entre les deux. Si vous permettez. Et de probation. On peut trouver une partie médiane. Mais donnez seulement la moitié. Donnez 2 milliards. Il y a eu de la rénovation, il ne faut pas oublier non plus, un certain nombre de maisons d'arrêt qui étaient dans un état déplorable. Je peux en citer quelques-unes. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu la rénovation. Alors je reprends la main pour jeter un œil à ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe grâce à Steve Jourdain. Rebonsoir. Steve, où se situe la France en matière de population carcérale par rapport à nos voisins? Mauvais élèves? Ce qui est clair, c'est que la France est à contre-courant de toutes les tendances européennes. Pour avoir une idée, il faut consulter les SPACE, ou les SPACE, je ne sais pas comment on dit, les statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe. Le dernier rapport en date est celui de 2021. On y apprend que le nombre de détenus pour 100 000 habitants a continué de baisser légèrement en Europe en 2000. C'est une tendance lourde qui a commencé il y a en 2020. Oui. C'est une tendance qui a commencé il y a une dizaine d'années, cette tendance à la baisse. Mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte que sur la décennie entre 2010 et 2020, la France avance à reculons. En France, le taux d'incarcération est passé de 100,3 personnes détenues pour 100 000 habitants à 105,3. C'est une hausse de 1,7 sur 10 ans. Dans le même temps, ce taux il diminue en Italie et en Allemagne sur la même période. Il est passé de 88 à 76 en Allemagne et de 116 à 101 en Italie. En résumé, la France se trouve dans le top 10 sur 49 pays, top 10 des pays ayant connu la plus forte croissance de sa population carcérale en une décennie. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que la France est le pays qui a la plus grande population carcérale en Europe? Non, pas forcément, parce que là encore, il faut regarder le taux d'incarcération. Le nombre de détenus encore pour 100 000 habitants. On se rend compte que 2 de nos voisins nous battent en la matière. Il s'agit du Royaume-Uni et de l'Espagne. Le Royaume-Uni, c'est 138 détenus pour 100 000 habitants. L'Espagne, 123 détenus pour 100 000 habitants. Il s'agit de 2 pays qui ont des politiques pénales très répressives historiquement.
historiquement très répressif. Vous voulez encore vous comparer, pour vous rassurer, Thomas, vous pouvez regarder aussi la Turquie. La Turquie qui fait partie du Conseil de l'Europe. En Turquie, il y a 357,8 personnes détenues pour 100 000 habitants. C'est un record à l'échelle du Conseil de l'Europe. Est-ce que vous êtes rassuré? Pas vraiment, non. Alors, on va passer à une comparaison qui est peut-être moins flatteuse. Je peux vous dire maintenant qu'en matière de surpopulation carcérale, la France n'est pas très loin justement derrière la Turquie. On est dans le top 5 au niveau européen en matière de densité carcérale. Dans ce top 5, il y a donc la Turquie, il y a l'Italie, la Belgique, Chypre et donc la France. En France, on compte 115,7 détenus pour 100 places de détention. La Cour européenne des droits de l'homme nous a condamnés à plusieurs reprises. Les conditions de détention en France sont contraires aux droits de l'homme selon les juges européens. Merci Steve. Evelyne Sirmarin, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que là, on voit vraiment à la fois le décalage et puis surtout des tendances qui sont inverses chez nos voisins en matière de population carcérale. Comment ça se passe, par exemple, aux Pays-Bas? C'est quoi les alternatives qui fonctionnent là-bas? Alors, il y a plusieurs exemples. Les Pays-Bas, ce qui marche très bien comme alternative, c'est ce qu'on appellerait, nous, le travail d'intérêt général, la semi-liberté. Bon, il faut quand même dire qu'en France, le problème, c'est qu'à la différence des Pays-Bas et surtout du Canada, par exemple, un conseiller d'insertion et de probation, c'est-à-dire quelqu'un qui suit une personne pour l'aider à la réinsérer sans qu'on la mette en prison, en essayant qu'elle travaille, en essayant qu'elle se soigne, eh bien, en France, une personne comme ça, elle va avoir 60 dossiers, au moins, à suivre. Par exemple, au Canada, elle aura 20 dossiers à suivre, donc elle peut beaucoup plus s'occuper. Et il y a quelque chose qui est pas mal du tout, qui vient de se mettre en place pour proposer aux juges des peines alternatives à l'incarcération. Ça s'appelle la plateforme TIGE, Travail d'intérêt général, 360 degrés. Et ça, c'est pas mal du tout, parce que ça permet, et ça marche bien, d'aller à l'audience, quand on est avocat, quand on est éducateur, quand on a des mineurs que les juges veulent mettre en prison, eh bien, là, on va consulter cette plateforme et on va dire, là, il y a une place de travail d'intérêt général pour faire de l'espace vert, pour faire de la manutention, etc. Plutôt que le mettre en prison, moi, je vous dis, il pourrait faire ce travail d'intérêt général. Et là, le juge, il a quelque chose de concret qui lui est proposé. Vous voyez, et pour finir, sur l'Europe. Sur l'Europe, c'est vrai que nous, on est très fort en matière de détention provisoire. Je l'ai dit, 1/3 des peines. Mais ça, c'est pas du tout le cas des autres pays. Pas du tout. L'Allemagne a baissé de 22% son nombre de détentions provisoires. Et il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle les comparutions immédiates, ce qui s'appelait les flagrants délits. Ça, c'est pourvoyeur énormément de peines fermes. Et je regardais les rapports sur l'Europe. En fait, les autres pays d'Europe, ils n'ont pas... ils ont des procédures de comparution immédiate, de jugement rapide comme nous. Mais c'est pas comme ça dans les 48 heures. Que ce soit en Allemagne, où il y a beaucoup moins de détenus, en Italie ou au Portugal, où il y a beaucoup moins de détenus, comme par hasard... Les procédures accélérées, si vous voulez, c'est sûr c'est accéléré, mais il y a 30 jours, il y a 6 semaines avant de juger la personne. Donc on a le temps d'étudier la personnalité, de donner des éléments de personnalité avant. Et ça, c'est une grosse différence. Mais ils ne sont pas en détention provisoire pendant ce temps-là. En attendant, évidemment, ils ne sont pas nécessairement en détention provisoire. Nous non plus, en comparution immédiate, mais très souvent quand même. Et les procédures normales sont peut-être plus rapides en Allemagne qu'en France. Alors, en Allemagne, c'est sûr. C'est sûr. En Moi, Italie, j'ai une question sur l'Allemagne, parce que c'est un pays avec une culture d'ordre, on va dire. Oui. Est-ce que, dans le débat public, pour reprendre ma question tout à l'heure, est-ce que c'est vu comme du laxisme? Est-ce que c'est vu comme de l'angélisme? Est-ce qu'on se jette ses noms d'oiseaux entre hommes politiques? Est-ce qu'on a les mêmes stigmates dans le débat public qu'en France? Non, je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Moi, il faut aller visiter une maison d'arrêt en Allemagne. C'est comment? C'est à l'allemande, comme on dit. C'est très organisé, c'est très réfléchi, mais c'est vraiment très réfléchi en termes de fonctionnalité. Moi, j'ai été fortement surpris de voir que en France, on a des pavillons où les cellules se regardent entre elles, les gens s'invectivent d'un pavillon à l'autre, se jettent les téléphones. Enfin bon, on connaît ça. En Allemagne, ils ont mis des bureaux du côté des cellules de l'autre bâtiment, ce qui fait que vous avez une forme d'apaisement qui est assez grand. C'est évidemment impeccable, mais surtout, ils n'ont pas de surpopulation carcérale. C'est-à-dire que l'encellulement, il est individuel au maximum à 2. Donc ils sont très très structurés et très très organisés. On aurait tout intérêt à tenir compte de la manière dont ils travaillent. Et je trouve ça très intéressant. On ne fait pas assez de comparaison avec les autres pays en réalité. On est sur un système qui est toujours le même. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je crois que sur ce que vous dites, vous avez raison sur
la question de la plateforme 360, qui est récente d'ailleurs, qui fonctionne assez bien. Mais la procédure des flagrants délits, pour aller dans plusieurs tribunaux sur le territoire national, je me suis rendu compte qu'elle servait de plus en plus d'alternative à la procédure normale parce que ça soulageait les audiences. Quand, à l'époque où je plaidais, l'audience de comparution immédiate, elle avait lieu en début d'audience normale. On prenait les 2 ou les 3 premiers dossiers, ils passaient en premier, et puis après on prenait l'audience normale au fond, classique. Aujourd'hui, ils consacrent des après-midi entières uniquement à des audiences de comparution immédiate. C'est-à-dire qu'on débute à 14h30 ou à 13h, à 13h30 ou 14h, pardon, et on finit à 22h, 23h ou 24h. Et donc on revient à la question des moyens, du manque de moyens dont on parlait tout à l'heure. Alors que le budget de la justice, il a augmenté, si je ne me trompe, mais le budget de la justice, il a effectivement augmenté, mais il ne faut pas... Dans l'augmentation du budget de la justice, qui était de 9% encore cette année, il y a une partie qui part à la pénitentiaire pour des rattrapages, et il y a une partie qui est normalement consacrée au numérique, dont on ne va pas tellement avancer les choses, et le reste est un peu bloqué. Donc on ne peut pas faire trop de généralités, il faut bien regarder dans le détail comment ça marche. Moi je reste intimement convaincu que si on veut qu'on ait une justice qui fonctionne, c'est d'abord une question de moyens humains et de question de moyens techniques. Et ensuite, à droit constant, c'est-à-dire sans aller faire la révolution de partout, je pense que si on a un effort très fort là-dessus, on arrive à sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes. Les états généraux de la justice qui viennent de se tenir, le rapport n'est pas encore public, il n'est pas encore rendu, on verra dans les quelques jours ou quelques semaines qui viennent, mais pour ma part, c'est d'abord un moyen humain, des moyens humains et des moyens techniques qu'il faut. Ouais. Je reprends l'exemple des Pays-Bas, si je ne me trompe, il y a une période où ils louaient leurs prisons vides à la Belgique et à la Norvège. Alors je pense qu'elles ont fermé depuis, si j'ai trouvé les bonnes infos, Mathieu Quinquis, mais ils n'ont pas forcément moins de délinquance, ou alors ils ont moins de délinquance parce que leur politique, par exemple, pénale en matière de drogue n'est pas la même qu'en France. Est-ce que c'est une part de l'explication, ça ? Les leviers sont effectivement multiples et la question de ce qu'on pénalise et de ce qu'on incrimine doit aussi se poser en France. Et aujourd'hui, on n'envisage pas suffisamment ce levier-là pour essayer de réduire à la fois le nombre de passages en prison, mais aussi le nombre de passages devant la justice. Il y a un certain nombre d'infractions qui ne méritent pas, en tant que telles, de faire l'objet de telles procédures extrêmement lourdes. Mon propos n'est pas de dire qu'il faut des procédures alternatives aux poursuites avec des pouvoirs supplémentaires au procureur, mais simplement qu'à un moment on se pose, qu'on se calme et qu'on réfléchisse à ce qu'on décide de sanctionner collectivement. Et on va voir que le code pénal regorge d'un ensemble d'infractions parfaitement inutiles, mais qui sont pourvoyeurs d'incarcération, et notamment en comparution immédiate. Par exemple, l'usage de stupéfiants. Les délits routiers sans qu'il y ait de blessures. Le délit routier, c'est très mal de conduire en état d'ivresse, ça doit être puni, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça pourrait pas être puni de façon administrative ? Est-ce que ça suffirait pas de suspendre le permis de conduire par le préfet ? C'est exactement la même chose que ce que... Quand il n'y a pas de blessure corporelle. Quand il n'y a pas de blessure corporelle, bien sûr. Oui. Et alors, moi, pardon, mais je rebondis sur la drogue. Est-ce que la dépénalisation de la drogue, c'est une partie de l'équation pour vous ? Sur l'usage ? Oui. Il faut une politique de santé publique. Oui. Non, mais c'est un autre débat, on l'a déjà eu ici, mais moi je ne me rends pas compte, j'ai cherché ce chiffre, je ne l'ai pas trouvé. Quelle est la part de détenus qui sont en prison aujourd'hui, peut-être pour les courtes peines, liées à ces questions de 70 000 condamnations de trafic de drogue. 70 000 condamnations pour stup, la moitié pour usage. Donc déjà, on aurait ces condamnations en moins si on traitait, peut-être pas en dépénalisant, mais au moins en transformant en amende, la même chose, en amende administrative, en amende... il y a une amende forfaitaire déjà. Aujourd'hui, l'usage de stupéfiants, c'est puni de 10 ans d'emprisonnement. Quel est le sens de cette infraction ? Mais est-ce que c'est appliqué ? Strictement aucun. Mais la question n'est pas est-ce que c'est appliqué concrètement, c'est est-ce que ça peut être appliqué ? Aujourd'hui, si un magistrat veut prononcer 10 ans pour usage de stupéfiants, il peut le faire. Et donc, en réalité, il y a la part du législateur dans la question de la surincarcération et de la suroccupation des établissements, et il y a la part du juge. Tant que le législateur laissera des leviers et des possibilités au juge pour qu'il prononce des peines d'emprisonnement de manière parfois disproportionnée, de manière injustifiée, de manière démesurée, eh bien, on continuera d'avoir ce problème. Donc, il faut prendre le sujet globalement, se poser sur la question de la dépénalisation et ensuite voir comment on peut effectivement orienter les juges vers d'autres types de sanctions
que l'emprisonnement. Alors, c'est passionnant ce débat, mais j'ai en tête depuis plusieurs minutes le discours que tiennent depuis des années des policiers de terrain, des policiers de la BAC. J'entendais un policier de la BAC Nord il y a quelques semaines sur RTL, ou alors des syndicalistes sur le supposé laxisme des juges. Écoutons Jérôme Moisan, c'était ici, il était entendu lors d'une audition, c'était au Sénat, secrétaire national aux conditions de travail au syndicat Unité SG Police. Globalement, on a un vrai souci avec l'évolution de la justice. Là où il y a 30 ans, l'aménagement de peine était l'exception et l'emprisonnement était la règle pour les délits ou crimes, on réalise que maintenant, l'emprisonnement est devenu l'exception et l'aménagement de peine la règle. Il faut vraiment qu'on revienne à quelque chose de plus efficient. Nous, on fait un constat. La sanction pénale a la vocation à punir, à réparer et, cerise sur le gâteau, à réinsérer les auteurs d'infractions. Le constat qu'on fait, c'est qu'à l'heure actuelle, la sanction pénale n'a plus aucune de ces trois tâches. Evelyne Sirmarin, vous dites que c'est quoi, un cliché ou il y a une part de vérité? Non, comment vous réagissez à ça? Vous savez, le corps des policiers, en tout cas les policiers de terrain, est très très syndiqué. C'est le corps le plus syndiqué. Oui. Non, mais ça veut dire que les syndicats, ils ont quand même aussi, les syndicats de police, ils ont un discours qui est adapté à la préservation de leur existence aussi. Et les policiers de terrain, c'est pas du tout la même chose que les commissaires de police. Vous nous auriez montré un commissaire de police, ils n'ont pas le même discours. Un procureur qui, en principe, est quelqu'un qui a choisi ce métier plutôt pour demander des peines, c'est pas le même discours. Oui. Ce que je veux dire, c'est que vous avez dit vous-même, il y a 86 000 personnes qui sont en détention, sous bracelet, il y en a 11 000, et puis tout le reste, c'est en incarcération en cellule. Il y a 180 000 peines alternatives. Et comme disait monsieur le sénateur, est-ce que c'est un problème que quelqu'un soit en semi-liberté, c'est-à-dire dorme la nuit en prison, travaille le jour ou fasse des stages? Oui. Bon, c'est pas J'entends vraiment vos arguments, mais je reprends le discours. Alors là, ce sont des policiers de terrain, policiers de la BAC, oui. BAC Nord à Marseille, et alors ça fait là aussi des années qu'on entend ça. Les délinquants trafic de drogue, on les arrête, on les revoit, ils viennent nous narguer 3 jours après. Bon, qu'est-ce que vous répondez à ça? Les usagers... Et là, c'était pas un policier syndiqué, c'était un policier... Les usagers, peut-être. Mais alors, en matière de trafic de stupéfiants, on a des peines, alors à Paris, très couramment, à Marseille, c'est pareil, de 10 ans d'emprisonnement qui sont prononcées, de 7 ans, de 10 ans, c'est par la 16e chambre correctionnelle, c'est des peines extrêmement lourdes. Mais le problème aussi, c'est que moi, j'ai observé sur le terrain que souvent, les policiers de terrain n'étaient pas informés, en fait, de ce qui se passait au niveau de la justice. C'est pas faux. Et ça, ça serait peut-être bien d'améliorer ça. On n'a pas, nous, les magistrats, à leur rendre compte. C'est normalement le contraire. Les policiers, normalement, sont sous la tutelle de la justice. Mais ça serait bien qu'ils soient informés, parce que à partir du moment où la personne sort du tribunal, le policier va dire « Oh, il a rien eu ». Mais attendez, il a peut-être un travail d'intérêt général qui peut aller jusqu'à 400 heures quand même à faire. Il a peut-être eu ou une semi-liberté ou un bracelet électronique, mais pour le policier, il n'a rien eu. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un manque d'information ou peut-être une volonté un petit peu de dresser les policiers contre les juges, ce qui n'est pas une bonne chose dans une démocratie. François-Noël Buffet, on a l'impression, alors que vous travaillez ensemble, de 2 univers qui ont effectivement un mal fou à se parler. L'univers des policiers et celui des magistrats. J'exagère en disant ça? Oui, parce que quand on discute avec les procureurs de la République, ils sont en lien constant avec les policiers qui mènent les enquêtes, qui mènent les actions. Ils se voient régulièrement et sincèrement sur le terrain, je crois pouvoir témoigner qu'ils s'apprécient. Ça fonctionne. Donc il y a effectivement un aspect qui est réel, qui est un peu un aspect corporatif, c'est possible. On a souvent ça, le discours syndical au niveau national qui est un peu différent de la réalité de terrain. Pourquoi pas? Il fait son travail. Oui. Mais sur le terrain, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en revanche, il est vrai que les policiers sont confrontés de plus en plus à des situations d'une extrême violence. Ça, on ne peut pas le contester. C'est la vérité. Donc, ce qui compte, c'est la réponse pénale, quelle que soit la nature de celle-ci, qui doit avoir un caractère immédiat et une effectivité la plus rapide possible si on veut avoir un effet et si on veut que ça marche. C'est ce qui nous manque le plus. En revanche, un dernier point, sur le quantum des peines. Si on regarde, on fait le bilan sur plusieurs années en arrière, les sanctions sont de plus en plus
élevée et de plus en plus importante. La durée moyenne, je donne le chiffre, je vais dans votre sens, source Conseil de l'Europe, le mois de janvier 2020, la durée moyenne d'incarcération en France, c'est 11 ans et 1 mois. Et en Allemagne, c'est moins de 5 ans. C'est ça. Mais je partage l'avis de monsieur tout à l'heure sur l'idée qu'il y a un moment, il faut faire des choix de stratégie pénale. Et de savoir ce que l'on sanctionne, ce que l'on poursuit, ce que l'on ne poursuit pas, ou qu'on ne poursuit pas. Je ne vais pas dire ça comme ça parce que c'est pas juste, mais ce que l'on poursuit de manière différente ou la procédure qu'on adapte. Parce qu'on ne peut pas tout gérer à l'audience et renvoyer tout le monde à l'audience, ça n'a pas de sens. C'est très compliqué à faire. Donc ça veut dire qu'effectivement, sur le fond, il faut repenser le fonctionnement de la justice pénale. Mais vous ne pouvez pas repenser le fonctionnement de la justice pénale en n'ayant que simplement la vision de l'audience. La vision de l'exécution de la peine, pour moi, est fondamentale. Cette exécution, je le redis, n'est pas forcément privative de liberté, elle peut l'être, elle peut être de nature différente avec la semi-liberté, mais la question de l'exécution pour les petites, ce qu'on appelle la petite délinquance, doit être bien plus renforcée si on veut que ça marche. Mais monsieur le sénateur, la complexité, la subtilité de ce que vous dites là, dans votre famille politique, on l'entend pratiquement jamais, notamment en campagne électorale. C'est un tort. C'est un tort. C'est un tort, je veux dire, il faut regarder les choses telles qu'elles sont et fixer des stratégies de fond qui soient compréhensibles par l'ensemble de nos concitoyens. Il faut faire un peu confiance aux gens. À partir du moment où on est cohérent et on se donne les moyens de faire, parce que la vraie question, c'est les moyens de faire. Et une fois qu'on se donne les moyens de faire, qu'on a cette cohérence, ça marche. Mais cela dit, il n'y a aucun ministre, quel qu'il soit d'ailleurs, récemment, comme il y a un peu plus longtemps, qui ait pris globalement l'ensemble du dispositif en main. C'est un travail très très fort, très puissant qu'il faut mener, mais il faut d'abord afficher une vision de ce qu'on veut. Et la vision de la justice, c'est d'ailleurs pas seulement la vision pénale. La vision civile, on l'oublie, mais c'est plus de 2 800 000 décisions par an. C'est quelque chose d'encore plus important, dont les Français souffrent également de façon très importante. Mais sur le plan pénal, si vous n'avez pas une stratégie globale, moi c'est ce que j'appelle communément, certains n'aiment pas, la chaîne pénale. Mais la chaîne pénale, c'est la police, la justice, la pénitentiaire, avec l'exécution des peines. Si vous avez dans ce triptyque un maillon faible, eh ben c'est toute la chaîne qui est faible. Donc c'est bien l'ensemble qu'il faut voir. Et puis il ne faut jamais oublier que votre objectif commun est quand même de protéger la société. Est-ce que cette situation, Mathieu Guinquis, de surpopulation carcérale, finalement, ça n'empêche pas la prison de jouer son rôle, c'est-à-dire de réinsertion? Est-ce qu'on peut faire le lien entre la surpopulation carcérale et, par exemple, le taux de récidive? Évidemment, parce que la surpopulation carcérale, c'est la négation des droits. Et donc on va demander à une personne de se réinsérer dans la société, de respecter le droit, la manière dont on a décidé de vivre ensemble, en lui imposant une situation qui est contraire au droit, justement, qu'on a fixé. Donc évidemment, sur le plan des principes, il y a déjà une première difficulté. Mais ensuite, très concrètement, il y a aussi une difficulté. C'est que les établissements, ils sont organisés sur leur capacité théorique, sur le nombre de places qui existent normalement. C'est-à-dire que le nombre de surveillants qui sont affectés dans cet établissement correspond au nombre de places théoriques, pas au nombre de places réellement occupées. Il en est de même pour les médecins, il en est de même pour les infirmiers, il en est de même pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et donc, en réalité, on est face à des services qui ne sont pas du tout calibrés pour accompagner les personnes détenues et qui donc se retrouvent complètement submergés, qui sont obligés de prioriser certains profils et qui en laissent d'autres et qui contribuent à la marginalisation évidente de ces personnes, tant sur le plan des droits que sur le plan ensuite social, familial. Et puis après, il y a un ensemble de questions qu'il faut aussi se poser sur la nature des établissements qu'on construit. Où est-ce qu'on les construit? Puisque, a priori, le Parlement s'accorde pour dire qu'il faut construire des prisons. Où est-ce qu'on construit ces prisons? C'est intéressant de voir la liste qui est proposée par Éric Dupond-Moretti, mais ce sont des établissements qui sont souvent éloignés des centres urbains, c'est-à-dire éloignés des pôles d'activité, éloignés des services publics. Et donc, ce sont des personnes détenues qui vont ensuite se retrouver privées d'un certain nombre de ces services et des familles qui ne vont pas pouvoir accéder correctement aux établissements pour maintenir le lien qu'elles ont avec elles, alors qu'on sait que c'est justement ces liens-là et la correspondance avec la vie extérieure qui est un facteur de réinsertion et un facteur de sortie de la délinquance. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat.